Le français est non seulement une langue merveilleuse, la cinquième la plus parlée dans le monde, mais c'est aussi un très beau vecteur de rassemblement. La preuve, nous sommes plus de 270 millions de francophones et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Les contenus francophones sur le web suivent cette tendance avec un foisonnement d'idées, mais également de projets. Alors pour en parler et pour mieux cerner les enjeux et le devenir de la web création, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau, honneur aux dames, Mariam Sidiawara, qui est présidente de la maison de l'Afrique de Montréal, également présidente de l'Africa Web Festival. Juste derrière moi, désolé, je vous tourne le dos, Xavier Marquet, qui est rédacteur en chef adjoint de TV5 Monde, Jérôme Grange, qui nous vient du Canada, c'est juste, et qui est producteur à Carrot Entertainment. Il y a également Ronan Le Goff, directeur média à la Net Squad et tuteur du projet Saphir Lab. Bonjour. Monsieur Eric Adja, qui est donc directeur de la francophonie numérique à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et enfin, pour terminer, monsieur Jean-Daniel Lafont, qui est producteur et réalisateur de documentaires et qui nous vient également du Canada. Alors bonjour messieurs, dames. Alors, on va peut-être commencer par un tour de table pour vous présenter assez rapidement. Alors on commence peut-être avec vous, monsieur. Alors, donc, je suis Xavier Marquet, rédacteur en chef à TV5 Monde, les chaînes culturelles francophones mondiales. Et je m'occupe tout particulièrement d'un programme qui s'appelle Maghreb Orient Express, qui a été créé il y a 4 ans, juste après le départ de Ben Ali en Tunisie. Et c'est une émission qui, chaque semaine, fait le point sur les événements en cours en Méditerranée. Et on a la chance de pouvoir aller également sur place. On est rentré du Liban il y a quelques jours. Alors, monsieur Jérôme Grange. Bonjour, donc Jérôme Grange, producteur entre la France et le Canada. Historiquement, moi je viens du monde du spectacle vivant, puis je suis passé par la production de longs métrages au cinéma et à la télévision pour arriver assez rapidement. Ça fait longtemps qu'on voit venir le virage du web et qu'on a très très envie de le prendre, donc c'est ce qu'on a fait. Et on est en production de web télé aujourd'hui, une web télé avec l'acteur français Pierre Richard, qui est un des plus francophones, en tout cas des plus connus au sein de la francophonie, que ce soit en Afrique, que ce soit le Maghreb ou les pays d'Afrique noire, ou sinon toute la francophonie nord-américaine et européenne. Et un projet aussi francophone depuis New York, dont on parlera certainement tout à l'heure. Merci. Bonjour. Ça marche? Ça fonctionne? Oui, il marche. Ronan Le Goff, je travaille à la Net Squad, qui est une agence de communication et de transformation numérique, mais ce n'est pas ce titre que je viens aujourd'hui. Je suis tuteur d'un programme qui s'appelle Saphir Lab, qui a été créé en 2012 et qui est supervisé par l'Institut français et Canal France International. Donc, la dernière édition a eu lieu en 2014, elle s'est terminée en novembre, ça a eu lieu en novembre. Donc c'est un programme d'accélérateur de projets. Très rapidement, je vais vous en parler. C'est un programme qui a lieu en 4 temps. Donc il y a une première phase d'appel à projet, d'appel à proposition. En 2014, nous avons reçu plus de 700 candidatures et une vingtaine de jeunes du monde arabe, Libye, Maroc, Tunisie, Jordanie, Yémen, et j'en oublie un, c'est pas grave, je retrouverai tout à l'heure, sont venus, ont candidaté, et une vingtaine de personnes ont été identifiées et sont venues en France pendant 15 jours pour les accompagner, vraiment en incubation, pour les aider à mener à bien leur projet. Donc voilà, j'aurai peut-être l'occasion de détailler tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Monsieur Adja. Bonjour. Je viens de prendre mes fonctions de directeur de la francophonie numérique. Auparavant, j'étais conseiller du président du Bénin, en charge justement du numérique et surtout de l'emploi des jeunes. Comment aider les entreprises, les jeunes entrepreneurs à créer des entreprises dans le domaine du numérique. Et c'est aussi un peu une de mes ambitions à la tête de cette direction, c'est de faire en sorte que la jeunesse francophone puisse faire du numérique un levier de création d'emplois, de création de richesses, mais surtout de création de contenu en langue française sur le web, ou plutôt sur la toile, pour parler francophone. Et en réalité, nous avons justement un des leviers d'action, c'est un fonds que l'OIF a depuis quelques années, un fonds francophone pour l'innovation numérique, qui finance des projets de création de contenu. La coordonnatrice de ce fonds est d'ailleurs dans la salle, Aram, qui m'a accompagné à cette occasion pour justement faire en sorte que les leviers de financement soient disponibles pour les jeunes francophones qui en feraient la demande selon un certain nombre de critères, bien entendu,
C'est à ce titre d'ailleurs que je me réjouis de pouvoir continuer d'accompagner l'Africa Web Festival, que nous avons soutenu financièrement l'année passée. Et notre objectif, c'est vraiment de détecter les projets porteurs de valeur ajoutée pour renforcer la présence de la langue française sur la toile et les projets surtout liés à la production cinématographique, les projets qui permettent surtout aux pays francophones, sans distinction aucune, de pouvoir être présents au rendez-vous de l'innovation sur Internet. Merci. Merci beaucoup pour ces informations. Madame Sy Diawara. Oui, merci. Je suis Mariam Sy Diawara. Je suis ivoirienne, parce qu'elle est née en Côte d'Ivoire. Je suis africaine parce que la Côte d'Ivoire est en Afrique. Je suis africaine parce que je chéris cette Afrique très belle, humaine et espiègle. Je suis française parce que j'y ai étudié, j'y séjourne souvent. Et je suis canadienne parce que j'y vis depuis des années, depuis 2000. Je suis une nomade. Je vais parler vous entretenir d'ici peu de la création d'entreprises dans le monde francophone et en quoi la francophonie a aidé à créer ces entreprises et à les faire prospérer. Merci. Très bien, merci. On termine avec M. Jean-Daniel Lafont. Donc vous avez un regard aussi un peu qui survole toute cette francophonie. Vous avez pas mal voyagé, vous avez pas mal travaillé sur le documentaire. Oui, quel regard vous portez? Ça fait quelques années. Bonjour, bonsoir. Oui, mon nom est Jean-Daniel Lafont. Je suis écrivain et aussi cinéaste documentariste depuis une trentaine d'années, ancien professeur de philosophie. J'ai enseigné en France il y a longtemps. Et donc, voilà, je pense que je passais par là. Hein. C'est pour ça que mon nom n'est pas au tableau, n'est-ce pas? Je connais Jean Cressan depuis longtemps et il m'a propulsé sur cette scène, ce qui est un piège. C'est parce qu'il restait une place. Il restait une place, donc un piège très agréable. Non, je suis content d'être piégés tous ensemble, n'est-ce pas, et d'être mis au pied du mur ou au pied du web, n'est-ce pas, pour que nous puissions en parler plus avant et dire aussi quel impact cela peut avoir sur le travail que l'on fait. Alors donc, moi, j'ai fait 15-16 longs métrages documentaires, c'est le 16e qui se termine en ce moment, plusieurs bouquins, j'ai travaillé beaucoup pour l'atelier de création radiophonique de France Culture aussi, j'ai fait des films radiophoniques, entre autres, et puis ma femme a été chef d'État du Canada, donc j'ai partagé cette charge pendant quelques années. Et ensuite, nous avons créé une fondation qui s'occupe de jeunes, d'ailleurs, qui travaillent aussi avec les arts en général et le web en particulier, qui sont des jeunes exclus pour diverses raisons, exclus de la société, et qui sont exclus soit par délinquance, soit par exclusion de la pauvreté, etc., ou parce que c'est des minorités amérindiennes, minorités inuites. Et cette fondation qui s'appelle la Fondation Michael Jean, donc, travaille avec des jeunes et en particulier utilise les arts comme outil de réinsertion sociale. Et en particulier le web, etc. Donc, c'est à partir de là, je pense qu'on va pouvoir discuter d'un certain nombre de choses. Je tiens à préciser que je ne représente pas l'OIF, qui est représenté ici, et que ma femme aujourd'hui est secrétaire générale de l'OIF. Mais c'est un pur hasard si je suis là. Mais des fois, le hasard fait bien les choses. Il n'y a pas de coup monté, là. À moins que ce soit un coup monté par Jean Cressan, ça, c'est à peu près sûr, ça. Oui. Peut-être juste avant d'attaquer avec des images, pour mieux comprendre aussi certains des projets, pourquoi est-ce si important, finalement, de valoriser la langue française sur le web? Qui veut se lancer? Monsieur Adja, peut-être. Oh, alors, madame, vous avez le micro? Ah, vous avez le micro, vous pouvez le garder. Allez-y seulement. Pourquoi valoriser la langue française tout court? Parce qu'elle permet de rassembler tout le monde autour de la diversité. Diversité, je reviens toujours à l'Afrique qui ressemble à cette belle Afrique si diverse. Pourquoi valoriser la langue française sur le web? Parce que nous sommes nombreux en tant que francophones à être sur le web, et puis que des petites mémés comme moi, qui ne sont pas très anglophones, même si elles vivent dans un milieu anglophone, ont envie de maîtriser cet outil-là. À mon avis, c'est ça. Est-ce que c'est uniquement culturel? Est-ce qu'il y a aussi une notion financière, peut-être? Ah oui, oui. Les finances suivent toujours la culture. C'est indissociable? Oui, à mon avis. Monsieur Adja? Merci. Une langue, c'est une autre vision du monde. Parler une autre langue, ce n'est pas forcément dire la même chose, c'est parfois dire autre chose. Et la francophonie souhaite maintenir la diversité
culturelle sur Internet. Mais au-delà de la diversité culturelle, au-delà de la capacité de produire des contenus et d'exprimer les choses autrement, donc de défendre la pluralité sur Internet, un des enjeux de la présence du français sur Internet est fondamentalement économique, parce qu'une langue, c'est aussi une industrie. Une langue, c'est de la création, que ce soit au niveau de la cinématographie, que ce soit au niveau même des lexiques, des dictionnaires, que ce soit au niveau de toute l'industrie. Aujourd'hui, on parle d'industrie culturelle. Donc, maintenir le français, promouvoir la langue française sur Internet, c'est un enjeu pluriforme, pas que culturel ou linguistique. C'est aussi non seulement social, sociologique, mais économique et même industriel. Parce qu'il y a des normes aujourd'hui qui ne sont labellisées qu'en français. On avait cette discussion la dernière fois avec les responsables de l'Agence française de normalisation. Au niveau de l'industrie, de tout ce qui est normalisation, pesage, poids, mètre, vous savez que le mot mètre, qui est un mot français, a aujourd'hui une importance dans l'industrie que n'ont pas certaines mesures anglo-saxonnes qui ont pris du recul quand on parle de miles ou d'autres mesures. En fait, on s'est rendu compte que le mètre a pris une certaine dimension plus importante dans la normalisation de tout ce qui est mesure, de tout ce qui est évaluation des distances. Et au niveau aéronautique, on s'est rendu compte que si on ne maintenait pas un certain nombre de normes françaises, francophones, en fait, c'est tout un pan de l'industrie qui mettait la clé sous le paillasson. Donc, il y a des exemples comme ça qui prouvent que l'enjeu de la présence du français sur Internet n'est pas que folklorique ou culturel, mais fondamentalement économique, industriel, militaire et j'en passe. Merci. C'est un sentiment que vous partagez, que ça avait marqué à travers oui, et également, je pense aussi des initiatives. La francophonie aussi, ce sont des personnalités qui s'engagent au quotidien pour des initiatives citoyennes ou autres. Au Liban, où on était la semaine dernière, par exemple, on a rencontré un certain nombre de personnalités qui aidaient notamment des anciennes détenues qui sortaient de prison et qui étaient réinsérées. Et c'est des personnalités qui parlaient toutes français et qui, au contraire, en parlant français, étaient effectivement très heureuses de pouvoir communiquer aussi ces valeurs et transmettre également. Voilà, donc c'est aussi une langue, je pense, qui transmet ces valeurs. C'est un avis que vous partagez, des valeurs importantes à valoriser justement sur les différents projets que vous menez tous. Des valeurs importantes, mais autour d'une langue, moi. Pardon. Juste pour vous expliquer un peu mon point de vue d'un petit producteur indépendant de web télé, la francophonie, alors moi, comme je suis à Montréal, on est très nord-américain, donc la francophonie, oui, c'est une langue, une culture, mais c'est aussi un marché. Et ce que je trouve génial dans le web aujourd'hui, c'est qu'en produisant quelque chose, en le mettant sur le web, grâce à Internet, en fait, on abat un petit peu les frontières. Et nous, quand on crée, par exemple, des capsules web avec un monsieur qui s'appelle Pierre Richard et qui a 80 ans et qui dit c'est génial, je vais pouvoir être sur le web et faire des choses qui m'amusent, on peut tout de suite être potentiellement vu partout dans le monde, par tous les francophones. Et ça, je pense que le web, j'espère en tout cas, va permettre de pouvoir rassembler le marché francophone, la francophonie évidemment, mais le marché francophone, ça c'est certain. Faire tomber des barrières, Ronan Le Goff, c'est important. Oui, totalement. On n'a pas eu l'occasion de parler avec Pierre Richard pour le moment, mais on travaille avec des jeunes talents du monde arabe. Je pense notamment à... Je ne sais pas si on vous entend dans la salle, non ? Non, ils n'entendent pas. Alors, prenez peut-être l'autre. Donc on travaille avec des jeunes porteurs de projets très talentueux de Maroc, de Tunisie, et notamment des vlogueurs, des personnes qui font de la vidéo sur YouTube, qui en vivent quasiment, et donc qui viennent en France dans le cadre du programme Saphir Lab pour se former, pour développer des réseaux, pour acquérir des connaissances, pour des séances d'immersion professionnelle avec des structures, des boîtes de production. Je pense à Upian, par exemple, il y a quelques photos, mais
des personnes qui vont vraiment apprendre le métier et qui vont permettre de développer leurs vidéos ensuite sur YouTube, en créant des chaînes, en rencontrant aussi des personnes dans leur pays qui font la même chose, donc, mais ils n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer. Et donc voilà, l'abolition des barrières, très clairement, mais à condition de leur mettre à disposition le savoir-faire. Et parfois, on a des personnes qui sont absolument talentueuses, mais qui ne savent pas vraiment comment conduire un projet, comment obtenir des financements. Donc on les met en relation avec des responsables de plateformes participatives de crowdfunding, par exemple, et on les accompagne pour mener justement un projet de A à Z, parce que souvent, il y a l'idée est très très bonne, et ça s'arrête là parce qu'on est confronté à différents types de problèmes, de blocages. Donc voilà, c'est le rôle en tout cas de ce programme d'attractivité, c'est de les accompagner, de leur donner les solutions, les tips pour aller jusqu'au bout d'un projet et pour voilà, produire des vidéos. Et il y a un jeune Marocain, par exemple, qui a fait partie de la promotion il y a 2 ans, qui a lancé un documentaire qui a très très bien marché. Je pense à une jeune Tunisienne également, Naores, qui était là cette année et qui, elle, a un projet de plateforme participative sur l'histoire de la Tunisie, qui retrace vraiment toute l'histoire de 3000 ans, moins 3000 jusqu'à aujourd'hui. Une expérience transmédia qui mixe de la photo, de la vidéo, d'interaction, etc. Et donc voilà, on a pu travailler avec elle sur ce projet. Et je pense que ça leur permettra en tout cas de passer un cap et d'aller jusqu'au bout. Peut-être pour avoir une petite idée de ce qui peut se faire en termes de production, de web, création sur la francophonie, je vous repasse la parole pour parler de ce projet, donc Maghreb Orient Express. Alors, donc Maghreb Orient Express, c'est une émission en plateau traditionnelle chaque semaine, présentée donc à Paris par Mohamed Kassi. Et lors de nos tournages au Liban et en Tunisie, donc au Liban c'était la semaine dernière, et en Tunisie c'était au mois de décembre, on avait proposé à 2 équipes donc locales, donc là je vais vous parler de la Tunisie, puisque c'était Maghreb Orient Express en connexion avec la Tunisie, et toute l'offre donc de social media, qui était donc l'offre avant la diffusion du programme. Quelques jours avant, on avait demandé à un certain nombre de deux jeunes vidéastes qui ont fait donc des vidéos pour nous. Donc je vais vous en montrer une qui dure 2 minutes. Cette vidéo était donc sur un site que nous avons récupéré ici donc à TV5 Monde, et puis nous donc ce sont deux jeunes Tunisiens qui ont travaillé donc pour nous, que nous avons payés, et qui en fait ont pu faire un petit peu tout ce que vous expliquiez tout à l'heure concernant donc la création en vidéo en Tunisie. C'est vraiment des jeunes qui se sont affranchis de tous les codes télé, puisque eux n'ont jamais regardé la télévision. Ils ont en général une vingtaine d'années. Et voilà. Et donc nous, on avait récupéré donc toutes leurs vidéos, et ça nous a permis en fait de pouvoir les mettre en valeur, en tout cas sur ce site. Au Liban, on a fonctionné donc la semaine dernière à peu près de la même manière, mais avec une autre équipe également de Libanais, 2 jeunes donc vidéastes libanais.
Et je vais essayer de retrouver le site. Voilà, donc ça c'était, donc on l'a également avec donc des vidéos, des photos et notamment du contenu inédit. Voilà. Avec donc des vidéos, des interviews et plein mal de choses en fait qui permettent en fait de découvrir également l'émission, la préparation de l'émission et des interviews. Des enfants. Nous venons de Tripoli et ça fait 3 ans que la chorale s'entraîne et on chante la cappella, donc c'est sans instrument. Et aujourd'hui nous sommes avec Saïlis pour chanter sa chanson Bétonville. Et alors, donc, cette vidéo, donc Saïlis, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément diffuser sur l'émission traditionnelle. Et donc, ça nous a permis donc, d'avoir le live de Saïlis à la fin de l'émission traditionnelle et sur le site web, avant la diffusion de l'émission, une interview de la chanteuse ainsi que de la personne de la chorale. Et c'est pareil, donc ce sont donc des Libanais, deux jeunes Libanais très talentueux qui pareil, n'avaient jamais regardé la télévision jusqu'ici, en tout cas de manière traditionnelle, en attendant un programme à la télé à 20h le soir par exemple. Et donc du coup, nous ont donné tous ces contenus assez inédits. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup de talents dans cette région du monde, que ce soit au Maghreb et puis également au Moyen-Orient. Donc c'est des personnes qu'il faut absolument découvrir. Merci beaucoup pour cette présentation. Autre exemple avec Jérôme Grange. Alors, je vais juste m'enlever, je vais faire un petit trocade, voilà. Venez seulement. Merci. Donc, juste vous expliquer un petit peu plus comment est né ce projet de web télévision avec Pierre Richard. Donc, un petit flashback. Donc, j'ai commencé après le spectacle vivant. Je me suis lancé dans le monde du cinéma directement en produisant un long métrage. C'est pas vraiment la voie traditionnelle, il paraît, mais bon, en tout cas, c'était la mienne. Et j'ai eu la chance de le faire avec Pierre Richard. On a tourné au Canada, dans le Grand Nord, au Saguenay, pour ceux qui connaissent, donc dans le Nord québécois. Tourné par -40 en pellicule, c'était tout un sport. En tout cas, on y est arrivé. Et le film, qui est une petite comédie, a eu une belle petite vie dans, je crois, une vingtaine de festivals. Ironiquement, là où il a le plus marché, c'était dans des pays anglophones, notamment à New York, où on a gagné le prix du meilleur film, le meilleur film étranger. Donc c'était intéressant. Et on a poursuivi notre carrière en production télévision et documentaire, notamment pour la télévision canadienne. Et comme je vous disais, on observe le web depuis longtemps. Mon associé, en 2001, avait produit un documentaire qui s'appelle « La révolution des pixels ». Et justement, ils essayaient de savoir un petit peu où allait la télévision. Et un des intervenants avait posé la question « Est-ce que vous savez ce qui a révolutionné le monde de la télévision ?» Et évidemment, ils avaient tous répondu la couleur, la taille des écrans, etc. Et puis, cette personne avait dit « Non, ce qui a vraiment révolutionné la télévision, c'est l'invention de la télécommande. » Parce qu'en fait, avec la télécommande, on n'avait plus besoin de se lever pour changer de chaîne sur le poste de télévision. Et donc, à partir de là, ont pu naître les chaînes thématiques et cette habitude du zapping, et donc de pouvoir finalement changer de chaîne dans son canapé. Donc, c'est aussi bête que ça. Et nous, on a essayé de pousser le raisonnement encore un peu plus loin en se disant, et on le voit aujourd'hui avec le web, que ce que les gens veulent, et veulent de plus en plus, c'est devenir leur propre directeur de contenu, à savoir regarder ce qu'on veut, quand on veut et où on veut finalement. Donc c'est un petit peu ça que permet le web. Et c'est avec toute cette expérience-là qu'un jour, avec Pierre Richard, on a dit si on lançait une web télé. Il nous a dit à condition qu'on s'amuse, parce que justement, après la carrière qu'il a eue, et donc à son âge, lui, ce qu'il voulait, c'était s'amuser. Puis nous, on s'est dit, on y va, parce que s'il s'amuse et que nous aussi on s'amuse, j'espère que le public s'amusera aussi. Donc ça, on va pouvoir juger à partir de maintenant, puisque c'est vraiment quelque chose de très très récent. On a démarré ça au milieu de l'année dernière. On a produit un certain nombre de capsules. On a testé le site. Et puis là, aujourd'hui, on n'en a encore quasiment jamais parlé. C'est en tout cas une des premières fois. Et puis on est super fiers de l'avoir fait. Et notre ambition avec ça, c'est qu'autour de Pierre Richard, ce site et cette web télé puissent devenir un petit peu une plateforme d'humour pour là aussi des nouveaux talents, jeunes ou moins jeunes, peu importe. Et sur la web télé actuellement, il y a
des talents québécois, Louise Portal, Rémi Girard, Gaston Lepage, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le Québec. Et pour illustrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Pierre Richard, il aurait aimé être là, malheureusement il est à Orléans au théâtre. Donc on a décidé de passer simplement une petite capsule où il nous fait, c'est un petit clin d'œil en direct du Belvédère de Montréal, et puis ça donne un petit peu le ton de ce qu'est la web télé de Pierre Richard. Pour la petite anecdote, ça lui est vraiment arrivé, et comme la majeure partie des choses qui se font là, puisqu'il est vraiment dans la vie comme dans ses films. Donc on a lancé ça, et en parallèle, ça se passe en ce moment, on est vraiment Carotte Entertainment, on est une énorme multinationale de 4 personnes, et on fait à peu près tout nous-mêmes, de l'écriture à la création du site web, des capsules, du montage, voilà, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir sur le web, en démarrant comme on peut, un petit peu avec les moyens du bord, en essayant de convaincre. Nous, on a réussi à convaincre un investisseur privé de nous suivre un petit peu pour quand même pouvoir faire quelques voyages et quelque chose justement sur la web télé de Pierre Richard. Et puis, on espère vraiment, on est sur la partie maintenant mise en ligne et monétisation. Là aussi, on en parlait un petit peu en début de journée. Le modèle, je pense, c'est à inventer. Nous, le nôtre, c'est comme ça qu'on a essayé de le faire, c'est-à-dire nous, en travaillant et en investissant notre temps et notre argent, comme finalement le faisaient les gens de la génération de Pierre Richard à l'époque au cinéma, c'est-à-dire en investissant directement leur argent dans leurs films et puis en faisant tout pour que ce soit du vrai contenu et que ça plaise au public. Et on fait la même chose, mais à une échelle un petit peu plus importante en ce moment depuis New York, où là, on va lancer une web télé francophone où on va essayer de faire parler New York français à la planète entière. Voilà. Alors, troisième et dernier exemple avec Ronan Le Goff pour le projet Saphir Lab. Ok. Alors, Saphir Lab, c'est donc un programme d'accélérateur de projets. C'est plus près, pardon. Donc, je vais vous montrer quelques photos et vous expliquer un petit peu la démarche. C'est un programme en fait, qui s'articule autour de 5 grands types d'événements. Donc, comme je vous le disais, il y a une première partie d'appel à projet, donc on reçoit des candidatures. Ensuite, on se déplace dans les différents pays pour rencontrer les candidats. Et donc, il y a une sélection qui se fait de 4-5 personnes par pays. Ces personnes viennent ensuite en France pendant 15 jours. Et au cours de ce programme d'incubation, on organise des séances de formation, autour de la gestion de projet, par exemple, recherche de financement, crowdfunding, liberté numérique et que sais-je, des rencontres thématiques avec des professionnels, avec des personnalités très souvent, par exemple, je sais pas, Edoui Plenel ou Vincent Glade, Christophe Deloire de Reporters sans frontières ont rencontré ces jeunes pour échanger, pour débattre. Des rencontres professionnelles. Sur les 2 semaines, 4 demi-journées sont consacrées à des immersions professionnelles. Donc il y a un
tout un aspect collectif avec des troncs communs, donc des séances de formation, mais il y a aussi des rencontres très personnalisées en immersion dans des entreprises, dans des médias. Et on a pu placer différents jeunes dans des agences, des boîtes de production, des chaînes de télévision, donc pour apprendre, pour présenter leurs projets et voilà, recueillir un petit peu l'avis, le témoignage de professionnels qui peuvent les aider, les aiguiller et leur donner quelques bons conseils. Et puis des ateliers pratiques également, donc je vais vous montrer quelques photos. Des ateliers pratiques, on a organisé par exemple un atelier pratique sur faire une vidéo, comment faire une vidéo, c'est-à-dire que les jeunes ont souvent besoin d'une petite vidéo d'une minute ou 2 minutes mise sur Facebook qui permet de présenter de manière brève et efficace le projet, d'aller voir peut-être des investisseurs, de faire connaître le projet. On a travaillé aussi sur le pitch elevator. En gros, vous avez 1 minute pour convaincre un financeur, un investisseur, un réalisateur pour vous accompagner dans le projet. Qu'est-ce que vous lui diriez? Donc on travaille vraiment sur le wording, sur de l'écriture, sur voilà, comment bien présenter son projet. Et on a pu organiser également un atelier pratique graphisme et identité visuelle pour trouver un logotype, réaliser des supports de communication, des flyers, des bannières pour promouvoir le projet. Voilà, donc je vais peut-être vous montrer quelques photos. Là, c'est une immersion chez Upian, qui est une agence spécialisée dans tout ce qui est transmédia, web documentaire. Donc Alexandre Brachet nous a fait l'honneur de de recevoir 3 jeunes, donc 2 Tunisiens, une personne, ce garçon à droite, qui a un projet vidéo qui s'appelle La Minute du Changement, et c'est une petite capsule vidéo qui est destinée à des jeunes et qui s'intéresse au sujet de société. Donc en 1 minute, c'est assez bien monté, c'est assez bien fait, ça marche relativement bien. Et Naores, dont je parlais tout à l'heure, qui a son projet de plateforme sur l'histoire de la Tunisie et qui a déjà pas mal avancé, mais qui était un petit peu bloqué. Donc elle a pu justement avancer, discuter avec des professionnels de chez Upian et voilà, baigner un petit peu et recueillir un petit peu des bonnes pratiques de ce qui se fait en la matière. Donc une demi-journée, je crois que c'est même 1 journée au total qu'ils avaient passé chez Upian. Alors, également différentes rencontres culturelles. On a visité le Google Lab chez Google. Hop, je suis arrivé au bout. Des barcamps et puis les rencontres thématiques dont je parlais, donc avec des professionnels. Là, j'ai quelques photos avec Christophe Deloire de Reporters sans frontières. Donc c'est pareil, de l'échange, du débat, enfin voilà. Et Intwisat, cette jeune marocaine justement, qui est très connue, qui est très suivie et qui vit quasiment de ses vidéos sur YouTube, qui sont très très bien faites. Je vous invite à aller le voir. Elle a un blog qui s'appelle According to Ind et elle a remporté d'ailleurs le prix de la meilleure blogueuse il y a quelques années. Donc c'est le jeune talent marocain. On voit de son nom de plus en plus dans la presse. Et elle a un projet de plateforme qui s'appelle Art for Morocco. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de valoriser, de promouvoir le travail, les travaux de jeunes créateurs marocains, qu'ils soient graffeurs, vidéastes, illustrateurs, que sais-je encore. Donc de créer une sorte de plateforme collaborative où tous ces jeunes viendraient publier leurs travaux. Donc c'est work in progress, mais en tout cas... voilà, on l'a accompagné et après cette période d'incubation de 2 semaines, bien évidemment, il s'agit de suivre, de continuer à échanger avec ces personnes qui se sont mises en réseau, qui conservent d'ailleurs des contacts avec les personnes qu'elles ont pu rencontrer dans le cadre de ces rencontres professionnelles. Mais ce qui est vraiment important dans le cadre de ce programme, c'est que ces personnes restent en contact entre elles et peuvent collaborer. Je sais que des jeunes Tunisiens, des jeunes Marocains sont restés en contact et ont fusionné un petit peu leurs projets pour avancer ensemble. Voilà. Et d'autres événements de type barcamp ou hackathon qui permettent aussi de challenger, de remettre en question des projets et partir très souvent dans de bonnes directions. Voilà, alors on a pu voir, merci, 3 projets qui sont bien différents, qui ont aussi ce dénominateur commun qui est la langue française. Jean-Daniel Lafont, est-ce que pour vous, le web, il a permis d'offrir un nouveau souffle au documentaire francophone ou à la réalisation francophone ? Oui, enfin, est-ce qu'il marche celui-là? Oui. Je pense qu'il y a plusieurs choses que m'inspire ce qui vient d'être dit, d'une part, et ça va dans le sens de votre question. D'abord, il y a 2 niveaux. Je voudrais d'abord parler de l'impact globalement du web télé, du web et du web doc sur, par exemple, l'ensemble du Canada. Ça, c'est très important de voir à quel point, pour un pays de cette immensité-là,
Ça veut dire avec 37 millions d'habitants, n'est-ce pas? Ce qui est à peine, c'est un peu plus que la population de Shanghai, hein, sur un territoire qui est plus grand que celui des États-Unis, n'est-ce pas? De voir comment le web a lié les gens différemment en quelques années. J'ai pu l'observer de près parce que les dernières années, j'ai observé l'ensemble du Canada de très près, et de voir comment, en particulier, cela a bénéficié à la francophonie. Ça, c'est extrêmement important de voir comment les jeunes et moins jeunes francophones se sont trouvés liés à travers les images, à travers les textes, bien entendu, et comment on a redécouvert le fait français global au Canada. C'est très important, parce que pendant très longtemps, pendant les premières 25 années où je vivais au Québec en particulier, on parlait de la francophonie au Québec, et ensuite on parlait des francophones hors Québec, qui est un statut terrible, si on réfléchit bien. Comment peut-on vivre hors d'eux? Et donc ce statut qui était finalement la langue officielle, c'est-à-dire il y avait le Québec francophone et les francophones hors Québec. Or, ces francophones hors Québec, qui représentent un peu plus d'1 million, sont répartis sur l'ensemble du pays. Dans les provinces les plus petites, les plus reculées, vous avez des francophones dans toutes les provinces. Or, le web a lié les gens. La communication web, l'image, le son, le fait de se découvrir dans sa disparité, parce que ce français n'est pas homogène, il a ses disparités. Et ça a relié les gens complètement différemment. Et ça, c'est très important. Il y a eu dans l'effet web au Canada un effet solidarité francophone. Et deux, par contamination, c'est-à-dire l'autre, l'anglophone, celui qui écoute et qui voit et qui regarde aussi. Et soudain, on a vu se développer le thème chez les anglophones du French is cool. And now French is cool. C'est très important de voir comment le web a renforcé des minorités. Ça, c'est très important. Ça, c'est mon premier constat. Et ce constat se répercute évidemment sur la production aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une production francophone qui circule, mais il y a aussi un regain d'intérêt pour ce qui peut se traduire et ce qui peut aussi s'apprendre, parce que le français, on peut l'apprendre aussi quand on est anglophone, puisque nous sommes plus bilingues. Enfin, moi, je veux dire, je suis devenu bilingue. Je pense que les autres peuvent devenir bilingues aussi, comme anglophones. Après tout, en 40 ans, je suis devenu bilingue, clairement bilingue. Donc, ça, c'est un premier effet. Le deuxième effet, c'est cet effet sur la production, cette fois, sur la création, n'est-ce pas? Et sur la création professionnelle aussi. Moi, je veux dire, j'ai connu le 35 mm, le Super 16, le 16, le Super 8, la vidéo, etc. Et aujourd'hui, je travaille en numérique. Mais je n'ai pas vu le passage des technologies de l'une à l'autre. Ça m'a semblé être une pente naturelle, hein. Et donc, c'est formidable déjà de voir, je reviens à l'exemple de Pierre Richard, de voir que ce troisième âge, n'est-ce pas, du métier, de la profession, ce troisième âge trouve une nouvelle source dans ce nouvel âge, n'est-ce pas, qui est le web. Et je dirais que, moi, étant un peu plus jeune que Pierre Richard, mais il n'en reste pas moins que je suis dans le troisième âge aussi, dans ces cas-là, il n'en reste pas moins que ça a modifié complètement mon travail, complètement. Et en particulier, le travail en amont. Moi, j'ai toujours été un cinéaste polémiste et un cinéaste libre, totalement libre. J'ai toujours fait les films que je voulais. Donc, je les ai faits contre tout le monde, avec tout le monde, ce qui est la règle, n'est-ce pas, dans ces cas-là. Et en particulier, contre les télévisions, donc aussi avec les télévisions. Et ceci est un rapport de force, en général. Et aujourd'hui, finalement, au cours des dernières années, en particulier, les années où ma femme a été chef de l'État et où j'ai partagé cette fonction-là, ce qui m'a étonné, c'était... D'abord, ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses, mais ça m'a surtout permis à créer mon propre, comment dirais-je, mon propre maquis. J'ai pris le maquis. J'ai pris le maquis parce que je me suis dit, il faut garder des distances, il faut pouvoir encore travailler. Comment vais-je pouvoir travailler dans ces conditions-là? Et donc, je me suis mis à tourner pour moi-même et aussi à équiper tous les photographes et vidéographes officiels que nous avions autour de nous de caméras. Donc j'ai ramassé autour de 700-800 heures de matériel. Et je me suis dit, avec ça, je vais faire le film le plus libre qui soit, puisque tout m'appartient, si on peut dire. Et cela ne m'a rien coûté, ou presque. Et donc, en investissant moi-même 50 ou 60 000 $ dans ce projet-là, je pouvais faire le film que les télévisions n'auraient jamais voulu que je fasse.
Puisque quand ils m'ont demandé de faire un film, au sortir de cela, au sortir de ce mandat de chef d'État, ils m'ont tous demandé de faire un film glamour, un peu comme un film sur la reine d'Angleterre, vous voyez. Et non, là, ça va être tout autre chose. Pourquoi ? Parce que la leçon du web, pour moi, c'est cette leçon-là. C'est le retour au bricolage et en même temps à la liberté. La totale liberté. Donc, j'ai farfouillé pendant des années, pendant 5 ans, à travers ce matériel-là, pour en faire un film en toute liberté. En toute liberté. Et ma fille qui est dans la salle, qui a 16 ans, finalement, m'a donné des leçons par moments de liberté aussi, parce qu'elle fait aussi du cinéma web. Hein, et en toute liberté. Et c'est cette liberté-là qu'il fallait retrouver. C'est cette liberté-là que le documentaire a malheureusement perdu chez nous. Je ne critiquerai pas mes collègues des productions françaises ici, mais au Canada, on a terriblement perdu la liberté par le contrôle télévisuel. Le fait que la télévision est le monopole de la production et le monopole du déclenchement des films documentaires, et n'oublions pas que le documentaire est le lieu des grandes libertés, c'était fondamental pour moi de retrouver cela. Et alors, merci le web, donc je me sens absolument comme un jeune homme. Je crois que c'est très bien dit. Est-ce que Mariam Sy Diawara, est-ce que cette liberté, également ce vecteur de rassemblement, est extrêmement important et il a pu se faire grâce au web? Vous l'avez ressenti? Oui, oui. Dans quelle mesure? Là, Mariam Sy Diawara est perdue un peu. Dans quelle mesure j'ai senti cette liberté? Parce que pour des Africains, le web, déjà, ça gomme les frontières. Le jeune Africain, de partout, peut vendre ses talents, ses qualités et ses créations. Donc déjà, il y a beaucoup de liberté. Et c'est ça qui nous amène d'ailleurs à mettre beaucoup d'efforts sur le web, parce que je pense que c'est une belle opportunité pour l'Afrique et qu'il faut la saisir. Eric Adja, je suppose c'est un sentiment que vous partagez. On met beaucoup d'énergie sur le web pour des projets qui se développent sur le web. Oui. Je crois que vous avez un micro juste à côté, vous pouvez prendre ce micro. Oui, tout à fait. Indépendamment du domaine cinématographique, il y a effectivement sur le web beaucoup de contenus sur lesquels nous travaillons, surtout nos partenaires de l'Agence universitaire de la francophonie, qui investissent énormément d'argent sur ce qu'on appelle maintenant les MOOC ou les CLOM, les cours en ligne massifs, qui permettent justement de pouvoir scénariser un certain nombre de cours et de les mettre en ligne sous une forme aussi qui s'apparente à des petits scénarios de films qui rendent l'enseignement beaucoup plus dynamique, beaucoup plus interactif. Et j'ai eu l'occasion de me rendre compte lorsque j'enseignais à l'Université du Bénin, où depuis le Bénin, on arrivait à faire participer aux étudiants des cours qui se déroulaient ici en France et qui créaient justement, qui abolissaient les distances, mais qui créaient une communauté virtuelle, une communauté scientifique, une communauté d'idées, une communauté aussi justement d'interaction, d'enrichissement. Et cela est tout à fait vrai au niveau pédagogique, au niveau de la formation, qu'au niveau aussi justement du partage d'informations, au niveau de la collaboration entre différents cinéastes. On sait par exemple qu'au niveau du récent festival des films à Ouaga, le FESPACO, le numérique a vraiment eu une place très importante où on sent que de plus en plus les cinéastes africains commencent à s'ouvrir à cette dimension et collaborent avec leurs partenaires du Nord parce que le web, justement, crée cette interaction, cette capacité de pouvoir abolir les distances ou de les relativiser. Et surtout, au niveau économique, vous savez tout l'effort que cela représentait de prendre des billets d'avion, de venir et surtout de se faire délivrer un visa. Et là, de plus en plus, on se rend compte que cet aspect très pratique, très pragmatique, est justement pris en compte dans la possibilité de rester dans son pays et de pouvoir échanger avec son homologue ou son collègue de Québec ou de Belgique ou de France et de pouvoir co-créer. C'est surtout cette capacité de co-construction que le web permet, tant dans le domaine cinématographique que dans le domaine académique ou dans le domaine scientifique. Et cela participe vraiment d'une production décuplée. Et c'est là où l'OIF, en tout cas la francophonie,
souhaite investir, est en train d'investir pour que la jeunesse, qu'elle soit du nord ou du sud, puisse justement participer à la diffusion, à la circulation des savoirs et à justement la production de savoirs qui ne seraient pas localisés en un point précis de l'espace, mais qui seraient co-localisés, qui seraient partagés de façon globale. Mais est-ce qu'on soutient, que ce soit de manière structurelle ou financière, plus facilement la langue française sur le web aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? Je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce qu'on soutient de manière soit financière, soit structurelle, plus facilement la langue française sur le web que sur les autres supports traditionnels? Moins à mon avis, mais parce que c'est un nouveau média quand même. J'allais tout de suite, M. Adia a parlé de contenu web, mais là je vois que tout le monde parle de contenu web, mais télé. Et je pense que pour l'Afrique, il y a beaucoup plus d'endroits où l'Afrique est plus forte, c'est-à-dire la création sur les applications et autres qui sont du web aussi. Et je sais par exemple que l'outil de gestion numérique aujourd'hui pour les crises utilisés par les Nations Unies sont créés au Kenya, au Tchaoudi. Et beaucoup d'autres créations en application sont faites en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que c'est en Afrique qu'on a les problèmes. Gérer une crise, par exemple, c'est en Afrique que ça existe. Faire des contenus, par exemple, nous avons primé au niveau de l'Africa Web des jeunes qui ont fait des productions extraordinaires, aussi bien en télé qu'en web, qui ont été primés chez nous et qui ont été primés aussi au FESPACO cette année. Donc, beaucoup de choses se font au niveau du web. Je reviens en disant que pour les Africains, c'est vraiment une aubaine parce que ça gomme les frontières. Et je repars là-dessus. Pour notre jeunesse, avoir une plateforme de discussion, de formation et d'éducation sur le web, c'est les aider à rester chez nous, cette force qui partait. C'est les aider aussi à se vendre ailleurs, que les meilleurs talents se voient et qu'ils se vendent. Et je dis à tout le monde dans la salle ici, qu'ils soient européens, américains et autres, que l'avenir se trouve en Afrique. 600 millions bientôt d'Africains qui vont parler français. C'est le plus grand marché, on l'a dit. Donc les affaires se font là-bas. Et la force de la francophonie, c'est quoi? C'est permettre cet échange dans nos univers et échange commercial aussi, bien qu'il faut reconnaître, nous les Africains, on ne vient pas aux Français parce qu'on aime, mais on vient parce que c'est une nécessité. On aime bien le français, c'est vrai, mais ça nous fait perdre nos langues nationales. Parce que les enfants disent toujours, quand à Maison de l'Afrique, par exemple, pourquoi vous ne nous apprenez pas vos langues? Mais on en a des milliers. C'est vrai que les apprendre nous rend plus forts, mais le fait d'avoir une langue commune qui nous permet de converser dans ces milieux-là nous aide beaucoup au niveau des affaires. J'ai expliqué tout à l'heure que si on a pu prospérer dans le groupe que nous avons, c'est parce que nous étions sur un milieu francophone. En communication, on a été aidé par un organisme qui s'appelait le Mondial de la pub francophone. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui le connaissent ici parce que c'est un peu vieux. Et ce mondial-là nous a permis de communiquer entre nous francophones. Je sais que beaucoup ont ri de nos campagnes de pub africaines, mais elles avaient des valeurs africaines. Elles vivent partout dans le monde entier aujourd'hui et elles ont permis de vendre mieux que des Marlboro, qui étaient très beaux, mais qui n'étaient pas vendeurs chez nous, le cow-boy de Marlboro et autres. Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Si nous avons pu grandir, si nous avons pu prospérer, si nous avons pu créer des Africa Web Festivals sur inspiration de gens, qu'il en soit remercié, et d'autres, c'est parce que sûrement on l'aurait fait dans 5 ans, dans 10 ans, mais on a été inspiré par des gens qui étaient sur ce marché-là, dans ces milieux-là, et qui nous ont permis de mieux faire. Mon frère me disait souvent, je ne comprends pas les gens, si tu ne sais pas créer, tu sais copier, mais on peut copier et mieux l'adapter. Donc, je pense que la francophonie, pour nous, Africains, est une belle chose, un grand marché que les Occidentaux ne devraient pas ignorer. Parce que c'est plus facile pour eux de venir, comme mon ami Lafont qui est là, un documentaire, il a une expertise, il y a des marchés africains sur cette expertise-là, et en plus, il se sentira mieux humain, parce qu'il va former, même s'il gagne de l'argent, mais il va apporter un savoir-être aux autres
Et puis, je peux vous dire que l'Africain est très reconnaissant. Quand on lui a appris, il revient toujours dire merci. Donc, non seulement il aura gagné de l'argent, mais il aura gagné en humanité. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Et sur tous les projets que nous avons, je vois un autre petit projet qui est là, par exemple, qui est de faire des livres confessionnels pour les écoles musulmanes. Tout le monde sait aujourd'hui les problèmes qu'il y a dans ces écoles. Les enfants sont délaissés pour compte, ils n'ont pas les mêmes qualités d'outils que les autres enfants. Donc déjà, ça fragilise des enfants qui plus tard peuvent mettre leur force dans des choses pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire des livres arabes traduits dans les normes laïques un peu françaises, qui aident ces enfants d'abord à avoir des outils bien, des outils de qualité, au lieu qu'ils aient des outils d'ailleurs, mais qui aident ces enfants aussi à avoir des livres qui tiennent compte de leurs valeurs. Il y a des choses qu'ils vont apprendre parce qu'ils sont de l'école musulmane, l'école coranique, qui ne sont pas des choses de nos valeurs africaines. Et ces choses-là, le français nous permet de les mettre à disposition de ces enfants-là. Et bien d'autres choses, 100% Afrique par exemple, 100% Afrique.tv. Pourquoi 100% Afrique.tv? Il y a beaucoup de télé-web en Afrique, mais il faut des télés qui parlent de l'Africain dans son quotidien, qui expliquent ce que nous sommes, ce que nous vivons, et qu'ils mettent et les talents que nous avons, et puis qu'ils les mettent à la disposition des autres. Qu'est-ce que je vais dire encore? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a le prix Africanou, qui est un prix parce que notre rêve, autour de tout ce que nous avons construit dans cette francophonie-là, ça a été d'inspirer, d'éduquer et de former, pas en montrant le meilleur de ce que l'Afrique avait, parce que les malheurs de l'Afrique, on en parle partout. Et notre signature à ce titre-là, c'est le meilleur de l'Afrique en partage. Et donc tout ça tournait autour de ça, et tous les produits qui ont été créés pour ça. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que si on n'était pas dans les milieux francophones, je me répète, on aurait eu du mal à avoir la rapidité d'avancement comme nous l'avons eu. On aurait du mal à avoir certaines qualités, de livrer certaines qualités de marchandises. Et ça a été possible grâce à la francophonie. Et même écrire nos langues, réapprendre nos langues, nous réapproprier nos langues, on l'apprend, on le fait par le biais du français, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour nous. Donc la francophonie, ça peut vous aider. Venez tous en Afrique. Venez au Africa Web Festival qui a lieu les 3, 4, 5 décembre. Deuxième édition, hein, c'est juste. Deuxième édition. La première, 5000 personnes, toutes les télés de ce monde, même les Chinois. Et puis quoi encore, toutes les télés et beaucoup de jeunes heureux et satisfaits et un grand marché. Nous avons été approchés pour la deuxième édition par la ville de Tel Aviv, par exemple, qui va se déplacer parce qu'il y a des affaires à faire. Nous avons beaucoup investi, la francophonie nous a aidés, mais les annonceurs croyants à l'affaire vont nous soutenir pour le prochain. Donc ceux qui veulent faire des affaires, c'est l'endroit. Et je vous dis, Abidjan encore, ce n'est pas juste pour faire des affaires, c'est un bel endroit pour vivre. Alors venez, vous êtes tous invités. On a bien compris, il faut aller au deuxième Africa Web Festival. Ouais. Il y a un élément, enfin il y a plusieurs éléments bien évidemment qui sont extrêmement intéressants, mais cette notion des frontières qui tombent et de l'investissement des jeunes. Vous l'avez dit tout à l'heure que ça avait marqué, il n'y a plus de code quand on travaille sur le web. Est-ce que ça c'est aussi important, cette liberté totale, que ce soit en image, en narration, dans tout ce qu'on peut faire? Moi, je vais commencer par répondre. Oui, oui, effectivement, ce que je remarquais vraiment avec les Tunisiens avec qui on a travaillé, c'est qu'on avait une communication beaucoup plus simple au niveau de... Par exemple, ils communiquaient avec notre équipe à Paris par WhatsApp. C'était des choses beaucoup plus simples. Alors que si on avait travaillé avec une équipe française qu'on aurait envoyée à Tunis, ça aurait été beaucoup plus long, je pense, de travailler. Les vidéos que vous avez pu voir, c'est des vidéos qu'on a fait qui ont été tournées, montées dans les 24 heures. Ce sont des délais, en France, c'est impossible à respecter. Voilà. Jérôme Grange, c'est un avis que vous partagez. Le fait de laisser tomber les codes qu'on a peut-être l'habitude de connaître dans la télévision. Ah bah complètement. C'est nous en tant que producteurs. Alors je m'écarte un tout petit peu la langue, mais c'est pour dire justement laisser tomber un petit peu les codes sur le web.
enfin en tout cas pour nous, c'est le contenu qui fait la durée et pas l'inverse. Ça a été aussi une grande révolution un petit peu dans ce monde-là, c'est-à-dire que nous, une capsule, si elle est bien pendant 1 minute 30, eh ben, elle fait 1 minute 30, et puis si elle doit durer 4 minutes 56, elle dure 4 minutes 56, et ça c'est intéressant. Et pour parler un petit peu du monde francophone, ben, aujourd'hui on sait qu'il y a un manque de contenu, ce qu'on va dire contenu de qualité francophone sur le web par rapport au contenu anglophone. Hein. C'est vraiment des... J'ai pas là les chiffres en tête, mais en tout cas c'est un constat que tout le monde fait. Et aujourd'hui, ben voilà, tout ce qu'on a pu dire, je pense, participe au fait qu'on va pouvoir, dans tous les pays francophones, produire des contenus justement de la qualité de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est intéressant. Ça participera à faire connaître le français. Peut-être ça donnera envie à des gens de l'apprendre. Et puis voilà, le web complètement abat les frontières, ça c'est certain. Et par rapport à cette sensibilité que la langue française peut avoir, est-ce qu'elle se ressent aussi, est-ce qu'elle doit se ressentir à travers des différentes productions sur le web, ou pas forcément, cette Jean-Daniel Lafont, cette sensibilité de France? Attendez, dans le micro. On est dans un théâtre, ça marche assez bien. Mais c'est pas assez filmé, c'est pour ça. Oui. Sinon je me taper sur les doigts. Ouais. Bon, alors, oui, effectivement, mais je pense que ça n'exclut pas les sensibilités, justement, au contraire. Ça les met au contraire en évidence. On a cette capacité, justement, d'exprimer les différences. Non seulement d'exprimer les différences, mais de ne pas nécessairement choquer, au contraire, de faire découvrir. Ce n'est pas un affrontement. Je ne sens pas le web comme un lieu d'affrontement. Je le sens comme un lieu des solidarités, mais en même temps du respect des différences. Et c'est ça qu'il faut absolument développer et maintenir. C'est cette éthique-là, parce qu'on s'est vite transformé. On a vu des outils télévisuels se transformer en armes de guerre, ou dans certains cas, ou en armes de propagande. Pour le moment, c'est très difficile. Le web a des difficultés. Bien sûr qu'il se glisse des choses là-dedans, mais on peut encore un certain nombre d'éléments qui sont peut-être plus nocifs que d'autres. Mais je veux dire, la dominante, c'est quand même ce rapport de solidarité, c'est ce rapport de convergence. Et en même temps, la convergence n'est pas la suppression des différences, au contraire, c'est la reconnaissance des différences. Et la langue française, elle est pleine de différences. Elle est bourrée de différences, qu'elles soient syntaxiques, qu'elles soient lexicales, qu'elles soient aussi purement et simplement au niveau des tonalités, de la voix, de l'accent. Et c'est peut-être la merveille, c'est qu'on entend toutes ces voix sur le web et on s'aperçoit que c'est la même langue. Avant, le savait-on? Je ne sais pas. On découvre en somme quelque chose qui ne tue pas la différence, là. On n'a pas besoin d'une école à ce moment-là qui impose, par exemple, une seule langue à un seul moment et un seul accent, par exemple. Pas du tout. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que dans cette langue française, je découvre toujours quelqu'un qui parle en français dont j'ignorais complètement la capacité d'accent et même parfois des éléments de vocabulaire. Et là, donc, évidemment, ça crée aussi un rapport spongieux entre ces gars-là. Il y a une contamination qui se fait. Et c'est très bon pour ça. De découvrir l'Afrique à travers ces langues françaises, parce qu'il faut les dire plurielles, ces langues françaises, c'est très important, parce que c'est, comme vous le dites, c'est aussi découvrir le substrat qui est en dessous, c'est-à-dire la langue africaine qui est encore là, et que le français permette d'aller rechercher sa langue, c'est extraordinaire. Et donc, pour moi, non, je trouve ça extrêmement important et en même temps très réjouissant pour le moment. Alors, je ne veux pas être d'un optimisme béat, je connais les obstacles qui sont liés à la production, les obstacles qui sont liés à l'argent, les obstacles qui sont liés aussi, sans doute, à des manipulations possibles à l'intérieur de tout cela. Mais il n'en reste pas moins qu'avec une vigilance qui peut être partagée cette fois, parce qu'il y a une certaine transparence, finalement. On voit ce que l'autre fait. Chacun se voit aller. Et alors, c'est tout à fait différent. Et au niveau des contenus, ça a un très bon impact, cela. Ça a un impact, on l'a vu sur les petites pièces qui sont passées tout à l'heure, on voit à quel point, en peu de temps, en 24 heures, vous disiez, on peut exprimer quelque chose qui est essentiel. Et finalement, qui peut se voir et se revoir, se lire et se relire, et apporter toujours quelque chose, du sens. Et c'est ça, pour moi, qui est l'enjeu actuel. C'est effectivement l'enjeu du contenu, l'enjeu du sens, mais on est déjà sur la bonne voie, je trouve, absolument. Alors, je ne sais pas si mon optimisme est partagé, mais à vous de voir. On peut aussi regarder avec peut-être la salle, on peut passer aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui veulent s'exprimer sur cette thématique. Je suppose que oui, il y a bien des choses à dire en tout cas. Alors, qui ose se lancer dans le bain? Ah, là-bas. Ensuite, je crois qu'il y a monsieur là devant. Bonjour, j'avais une question pour monsieur Le Goff. Dans les projets que vous avez présentés, les projets de la jeune marocaine portent tous des noms anglais.
Mais ils sont francophones ou pas? Alors, c'est un programme qui s'adresse aux jeunes porteurs de projets de 6 pays. Donc, parmi les 6 pays, certains ne parlent pas français. Donc, il y a la Libye, le Yémen. Au Yémen, on ne parle pas français. Donc, en gros, sur les 25 participants, je dirais qu'il y en a une dizaine, douzaine qui parlent parfaitement le français. D'autres sont bilingues. Et une minorité ne parle pas du tout français, mais voilà, parle arabe et anglais très souvent. Donc, tous ne sont pas francophones. Et effectivement, dans la présentation des projets, les jeunes ont très souvent intitulé leurs projets en anglais. Merci. Inde est totalement francophone, hein, et certains, et Naourès, dont je parlais, la jeune Tunisienne, l'est également. Enfin, voilà, ils sont plusieurs. Merci. Une autre question, il y avait monsieur là, juste devant. Oui. Mon nom est Diata Kalonji. Une question pour l'ensemble d'invités. Quand on regarde un peu, c'est une impression, quand on regarde les infos, j'ai l'impression qu'il y a une myriade de petits projets. Excusez le terme petits projets, mais c'est fait exprès. Est-ce que vous avez la même analyse? Et puis ensuite, deuxième question, qu'est-ce qui empêche d'avoir des grands projets pour la création de contenu sur le web pour toute l'Afrique? Alors, qui veut se lancer? Peut-être monsieur Adja. Merci. Oui, les petits projets sont à l'image aussi de la nouvelle, du nouveau paradigme de création qui est plus de la création individuelle, personnelle, décentralisée, délocalisée. C'est justement aussi un des paradigmes du web ou d'Internet où il y a justement, il n'y a pas forcément de centre. Chacun est co-créateur, chacun est concepteur de la, disons, chacun peut imaginer, chacun peut mettre en ligne des contenus, à la différence de ce qu'on faisait il y a quelque temps, où on avait une approche, surtout en Afrique, beaucoup plus centralisée, où on parlait de gros projets ou de grands projets. On sait ce que ces projets sont devenus. On a vu que beaucoup de ces projets ne correspondaient pas à la réalité du terrain. C'était une approche, disons, comme, là c'est un terme anglais qui correspond mieux, top-down, c'est-à-dire qui allait du sommet vers le bas, alors que là, dans une approche plutôt bottom-up, je suis un peu à court de termes francophone, justement, français, mais c'est d'où l'intérêt de pouvoir franciser beaucoup de concepts. C'est aussi un des défis de la langue française, mais une approche centrée, une approche qui part du terrain, centrée terrain. Et aujourd'hui, justement, c'est une bonne chose qui est cette effervescence de créativité, qui est ces petits projets, petits peut-être en termes de dimensionnement, en termes de temps, comme ces films courts, mais qui ne sont pas petits en termes de création, de créativité, en termes de concept. Quelque part, il me semble que c'est une bonne chose qui correspond à l'ère du temps, qui correspond au fait que chacun peut devenir concepteur, créateur de la réalité, que ce soit des films, que ce soit des contes, des proverbes, que ce soit de tout ce qui concerne la création, en fait. C'est une tendance pratiquement irréversible de liberté aussi, d'affranchissement des codes, justement, et d'expression plurielle de la réalité. Vous voulez rajouter quelque chose, madame? Ok, pour répondre à Diata, là, justement, la création d'espaces comme Africa Web Festival tend à mettre les gens ensemble, ces petits projets-là ensemble, surtout au niveau des applications et autres. Ils peuvent être complémentaires. Donc, plusieurs petits projets peuvent se mettre ensemble pour créer un bon outil. Donc, à ce niveau-là, on le fait. Mais il fallait d'abord qu'une plateforme existe, qu'on fasse mettre les gens les uns en face des autres, comme ça s'est passé cette année, pour qu'on arrive à faire des choses de ce genre. Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Très bien. Une autre question? Pas de main qui se lève.
Peut-être on a parlé de ce qui se fait, mais maintenant, ce qui va pouvoir se faire, ou selon vous, quels sont les enjeux principaux pour le maintien de cette langue française via des projets web? Je ne sais pas si... C'est très vague, hein, bien évidemment, mais selon vous, l'avenir, les enjeux, ils se situent où? Je commencerai par évoquer un enjeu bassement matériel qui est l'enjeu du financement. Il est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a une marge maintenant de créativité, d'innovation, et que on apprend aux jeunes à commencer avec peu, avec pas grand-chose. Par contre, il paraît nécessaire d'avoir ce qu'on appelle les fonds d'amorçage, d'avoir le minimum pour créer. Et c'est à ce niveau, au niveau de la francophonie, qu'on essaie de mobiliser des ressources financières supplémentaires pour soutenir les jeunes créateurs sur le web, les jeunes qui ont besoin de pas grand-chose, mais ce pas grand-chose aussi a besoin d'être trouvé. C'est pourquoi bientôt, là, nous avons un forum mondial de la langue française à Liège. Et un des thèmes qu'on a retenu pour ce forum, ce sera d'inviter les principaux créateurs de plateformes de financement participatif pour voir comment davantage appuyer les jeunes créateurs pour savoir trouver de l'argent, savoir mettre en valeur ses idées sur le web afin justement d'avoir une communauté de personnes qui croient en ce projet et qui financent. Et le Fonds francophone de l'innovation numérique qui a été, disons, validé par les chefs d'État au sommet de Dakar permet aussi pour nous de pouvoir renouveler nos stratégies de financement. Je ne sais pas si Aram est encore dans la salle, si elle avait voulu en parler. Je ne sais pas si vous permettez qu'elle en parle, parce que ce fonds a des éléments intéressants. Je sais pas si ici on ose tout, pas de souci, si elle est là. Si elle est là? Elle est là? Ah voilà. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis toujours là. Très bien. Plus pour très longtemps. Oui, donc, comme le disait Monsieur Adja, l'Organisation internationale de la francophonie a initié le Fonds francophone pour l'innovation numérique qui vise à financer des projets de création de contenu numérique et d'applications à destination des pays en développement, principalement et surtout des jeunes et des femmes. C'est un projet qui se présente sous forme d'appel à candidature qui devra être lancé cette année. En fait, pour parler de la genèse de cette initiative-là, il faut savoir que c'est une version améliorée de ce qu'on appelait le Fonds francophone des inforoutes, que peut-être certains connaissent déjà, qui, depuis 1998, a permis le financement d'environ 232 contenus en français, notamment des sites internet, des MOOC, des applications également, mais sur toute l'ère francophone. Cette année, on va procéder à un resserrement, entre guillemets, de cette activité-là, en la focalisant sur des pays, sur des zones ciblées qui nous permettra d'aider des jeunes créateurs, notamment des développeurs numériques, pour la création d'applications qui seront aussi en lien avec des États. Parce que c'est les États qui ont des politiques publiques ont des besoins, notamment en termes de contenu numérique, et on essaiera de mettre en lien ces jeunes et ces autorités nationales pour la création de contenus qui aideront, c'est l'ambition qu'on a en tout cas, qui aideront à la mise en œuvre de politiques publiques de développement. Voilà, c'est un grand projet qu'on prépare pour cette année, et on souhaite vraiment que ça prenne la plus belle des formes. Merci. Merci pour ces précisions. Alors peut-être rapidement encore un dernier tour de table par rapport à ces enjeux, ou cet enjeu principal selon vous sur les années à venir. Alors on a entendu M. Adja, peut-être M. Marquet en quelques mots, pour les web créations francophones.
Nous, en tout cas, à notre niveau à TV5 Monde, on développe effectivement un certain nombre de projets donc sur le web et évidemment toujours le média traditionnel, donc la télévision, puisqu'on est encore évidemment énormément regardé à la télévision. Moi, je sais que pour Maghreb Orient Express, on développe désormais toujours une offre web et une offre traditionnelle. Et l'offre web, c'est vrai qu'on veut de plus en plus que ce soit donc essentiellement les Tunisiens, les Libanais ou les Marocains, les Algériens qui nous permettent de faire cette offre-là que nous serions incapables de faire autrement. Merci beaucoup. Jérôme Grange, la même chose. Oui, ce que je voulais dire aussi pour un complément de ce qui a été dit, c'est heureusement que vous êtes là, ceux qui créent des fonds pour aider plein de gens à démarrer. Peut-être qu'on pourrait aussi aller plus loin. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais en tout cas, historiquement dans la télévision, c'est la publicité qui finance le contenu, donc les marques. Et peut-être que là aussi, il y aurait des choses à faire directement avec certains annonceurs ou certaines marques pour préfinancer ou financer du contenu. Parce qu'aujourd'hui, avec le web, on peut faire un petit peu mieux que juste un spot publicitaire. Il y a de l'intégration au contenu, il y a du placement de produits, il y a plein de choses comme ça. Puis je pense que ça pourrait être intéressant. D'autant que c'est pour ça que je me réjouis qu'il y ait ces initiatives-là, parce que je me suis retrouvé, moi, dans un bureau d'une grande maison de production, notamment pour la télévision, et où on m'a expliqué que j'avais un projet qui était extraordinaire, qui était fabuleux, qui allait marcher, qui allait être vraiment extraordinaire, mais ils n'iraient pas. Par contre, ils me rachèteront plus tard si j'ai réussi à prix d'or. Je leur ai dit oui, mais c'est moi qui n'ai pas d'argent, c'est vous qui en avez, puis c'est moi qui dois prendre le risque. Et on m'a regardé, on m'a dit oui. C'est peut-être là qu'il y a un problème, et donc justement qu'il y ait des fonds comme les vôtres, c'est super, vos initiatives aussi. Puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres, parce que si on veut franchir une étape, il n'y a pas de secret, il y a aussi besoin d'argent. Dans le Goff. Oui, mais je vais simplement revenir sur les obstacles, parce que dans le cadre de Saphir Lab, on l'a bien senti. Parfois, c'est très difficile, ne serait-ce que d'acheter un nom de domaine, parce que des jeunes, qu'ils soient au Maroc, en Tunisie ou ailleurs, n'ont pas de carte, n'ont pas de compte. C'est pareil, lancer une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank ou autre, Ulule, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on ne peut pas récolter les fonds derrière. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir progresser, je pense. Et puis, je pense aussi que des acteurs du web peuvent aider justement à développer ce contenu. Vous parliez tout à l'heure de manque de contenu. Il y a à Paris, à Londres, à Hong Kong, des YouTube Centers qui accompagnent des jeunes talents dans la création web, qui les aident, qui les guident, qui leur donnent des conseils, qui monétisent en tout cas les contenus, sauf erreur de ma part, je crois qu'ils ne sont pas présents au Maghreb par exemple, et donc ça peut bloquer, je pense, la production de contenu, parce que certains jeunes peuvent gagner jusqu'à $600, je crois, au Maroc sur la production de vidéos lorsqu'ils sont éligibles. Ça veut dire avoir à peu près 1000 abonnés sur une chaîne et publier de manière assez régulière. Mais voilà, ils le font souvent seuls, c'est de la bidouille très très souvent. Et c'est vrai qu'en France, il y a des jeunes talents qui ont émergé parce qu'ils ont été bien accompagnés et ils ont pu en vivre. Ça, c'est la première chose. Et pour simplement, par rapport à Saphir Lab sur l'édition 2015, je voulais juste terminer là-dessus, c'est que cette année, on va marquer nous une petite pause et on va faire un audit vraiment du programme. On va recueillir les témoignages des participants des 3 dernières éditions. On va les réunir à Tunis et à Amman dans le cadre d'un séminaire de plusieurs jours. Et on va travailler avec eux, on va faire des ateliers pratiques, on va essayer de voir un petit peu où ils en sont dans leur projet, parce que ça c'est très important, les faire venir à Paris, leur proposer de l'immersion professionnelle, c'est une très bonne chose. Mais ensuite, il s'agit bien entendu de les accompagner, de continuer à les accompagner dans le long terme et de voir où ils en sont et de pouvoir intervenir, le cas échéant, si jamais il y a des blocages ou si jamais ils ont besoin d'aide pour poursuivre leur projet. Donc voilà, ce sera l'édition 2015 et puis d'ailleurs on suivra ça dans le cadre d'un long format, d'un web documentaire où on donnera la parole à tous ces jeunes talents, tous ces jeunes créateurs multimédia et voilà, j'espère que vous pourrez voir tout ça cet automne. Merci beaucoup pour ces informations. Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Hadja, par rapport à ces enjeux ou pour vous c'est... Non, le plus important pour nous, c'est vraiment le partenariat. C'est de voir en fait ce qui se fait au niveau des différents projets des jeunes et de voir comment orienter les outils que nous avons de soutien. En fait, nos outils de financement doivent répondre aussi à des besoins concrets, répondre à une réalité
pour éviter de rester dans notre tour d'ivoire et mettre des financements qui, en fait, ne seraient pas productifs. L'idée, ce serait vraiment d'être à l'écoute de ce qui se fait, des tendances, afin d'orienter nos interventions. Et je me réjouis vraiment d'être là, d'avoir été invité ici pour entendre, voir ce qui se fait. Et nous nous réjouissons de continuer ce parcours avec le Web Programme Festival, que ce soit dans le Sud, comme dans ce qui se fait au Nord ici. Parce qu'à la fois, il faut soutenir le Sud, mais il ne faut pas perdre le Nord. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire. Très bien dit. Très bien dit. Merci beaucoup. Madame Sidi Diawara. Moi, je commence à lancer une invitation à Saphir Lab. Il a dit qu'il vont faire une pause. Et moi, je leur propose de faire la pause les 3, 4, 5 décembre à Abidjan. Ça serait mieux. Ils seront bien là-bas. Très bon, oui. Ce que je vais dire, on a dit tout à l'heure que le web pour l'Afrique, c'était très important. Il manque à l'Afrique d'écrire ses mémoires. Le web permet de le faire moins cher. Ça, c'est très important. Ampateba a dit, un vieillard qui meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Des vieillards, on n'en a pratiquement plus. Et si on n'écrit pas nos mémoires, on va tout perdre. Ça, c'est d'un. 2, il y a la diaspora à accompagner. On a dit que la diaspora africaine apportait plus à l'Afrique que toutes les aides internationales réunies. Donc, l'accompagner pour qu'elle réussisse son intégration, pour qu'elle garde ses cultures et pour qu'elle s'occupe d'envoyer encore plus en Afrique, c'est quelque chose de très important. Le web permet de le faire. Le 3e, c'est nos jeunes, c'est la force vive de l'Afrique. Comment faire pour les garder en Afrique? Et avec le web, c'est une opportunité très grande. Donc, pour nous, le web est très, très important. Et c'est pour ça qu'on y travaille, qu'on essaie d'être partout, qu'on demande à l'OIF de nous soutenir encore plus. Merci. Je crois que le message est passé. Le mot de la fin pour M. Lafont. Je sais pas. Mais ce que vous dites de la mémoire est fondamental. Je veux dire qu'il ne faudrait surtout pas perdre ce rôle-là. Moi, je vois que les jeunes avec lesquels je travaille au Canada, Inuits, Amérindiens, ont exactement ce type de problème-là, c'est-à-dire délocalisés dès leur jeune âge dans le Sud. Ils ont perdu effectivement tout contact avec les plus vieux, et d'autant plus que les plus vieux ne veulent pas raconter. Ça prend beaucoup de temps pour reconnecter tout cela. Alors, cet outil-là, car c'est un outil, il ne faut pas le négliger. On parle de création, on parle de contenu, mais n'oublions pas que là, on a un outil qui est fondamental pour la socialisation, pour l'intégration, et ne le perdons pas. Donc, moi, je voulais dire une chose, c'est-à-dire, nous sommes dans un état encore un peu comme en agriculture, la culture fonctionne un peu comme ça, on est dans un état où le web est encore un peu en jachère. Et ça me semble très important qu'il y ait des jachères, qui sont non seulement fondamentales dans la création, mais qui en même temps permettent encore la liberté. Moi, je me situe de ce côté-là, surtout. C'est-à-dire du côté de cet outil qui permet beaucoup de liberté encore. Alors évidemment, quand l'argent rentre là-dedans, il faut être très prudent, il faudrait tirer la leçon des années passées, des décennies passées. Quand l'argent est rentré dans l'audiovisuel, littéralement, quand la publicité est rentrée, quand les télévisions sont devenues les maîtres d'œuvre et uniquement les maîtres d'œuvre de l'audiovisuel, on a vu à quel point on peut ou assécher ou orienter très très loin de la création et très très loin aussi de l'effet sociétal positif. Donc comment garder d'un côté cet état de friche qui est fondamental et d'un autre côté comment financer autrement, parce que je veux bien qu'évidemment, mais reprenons pas les vieilles figures, parce qu'elles nous ont conduit progressivement à un assèchement. La télévision s'est asséchée par rapport dans certains cas, elle s'est asséchée beaucoup. Et donc, ce type de financement-là, quel sera-t-il? Qui va financer? Comment? Je veux dire, je n'ai pas de réponse là-dessus. J'essaie seulement que les petits projets dont parlait monsieur tout à l'heure, c'est très important. Il y a énormément de petits projets dans cette friche-là, c'est vrai. Mais comme disait Jouvet, on est au théâtre, il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que de petits acteurs. Et je pense que les petits projets sont souvent de grands projets en réalité, que l'on ignore, que l'on ne voit pas à l'intérieur de cela. Ce n'est pas la longueur ni la quantité. Regardez, quand l'écriture s'est multipliée, j'entends la littérature. Aujourd'hui, la littérature, quiconque peut quasiment publier un livre assez facilement, relativement.
Hein. Ça ne fait pas des grands auteurs nécessairement, mais ça permet quand même à des grands auteurs d'exister aussi. Donc je pense que de la friche naît aussi un certain type de qualité, n'est-ce pas? Et donc je pense aussi qu'il va falloir faire naître des figures nouvelles au niveau du mode de financement, fondamentalement. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci madame, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Et merci à vous d'avoir suivi cette table ronde.